la santé, nous enregistrons chaque année dans le monde près d'1,3 million de morts dans les accidents de la circulation routière et plus de 50 millions de blessés ou invalides. Toujours selon l'OMS, la Côte d'Ivoire enregistre chaque année un taux moyen de 24 décès pour 100 000 habitants. La situation de la sécurité routière est à la fois critique et préoccupante. On en parle d'ailleurs dans cette émission. Bienvenue dans C'est Midi. Au sommaire de ce numéro, Fatim Diallo, seule rescapée d'un grave accident, appelle à la vigilance sur nos routes. Docteur Philo sera là pour la note d'humour. Laurent Monti nous partagera son analyse de la situation. On retrouvera également Carole Kouassi dans son Publiscope, Flora Dassé dans C'est encore Flora, ça sera plus tard, et Jean-Richard Nguessan dans C'est inédit. Et une invitée surprise et non des moindres sera également des nôtres. Vous avez à votre portée un contenu riche et dense. Merci donc de rester concentrés parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et vous avez bien raison de choisir RTI 1. Justement, je réfléchissais et je me disais, mais finalement, c'est midi, c'est du 5 en 1. C'est vrai que c'est une émission qui s'appelle C'est Midi, mais c'est 5 contenus différents parce que chaque jour a une spécificité, une particularité. Exactement. En regardant... C'est la télé utile. Pardon? C'est le service public et c'est la télé utile. La télé utile parce que c'est une émission très constructive. Exactement. Une émission dans laquelle on s'informe et on se forme. Exactement. Je suis très heureuse de retrouver ma team du mercredi. Laurent Monti est avec nous, notre consultant géopolitique et stratégie de communication. Il dirige un cabinet consulting. Il a étudié à Paris, à l'École des hautes études internationales. Ça fait toujours plaisir de revenir là-dessus, sur son joli parcours. On dit, mais le gars qui est avec toi, là, il est pas mal. Hein? Ouais. Il est allé aux écoles. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir dans l'équipe. Et puis, ça fait 7 ans maintenant que je suis avec ce mec. Ouais. Ce mec sans problème, sans histoire, Docteur Philo. Qui devient de plus en plus beau au fil des jours. Je vous assure. Assure. Moi aussi, les gens m'interpellent, on dit plus la saison passe, plus c'est mignon. Ces 2 jours-là, un peu, à cause de la grippe palue là, qui me fatigue un peu. Sinon vous devenez vraiment beau. Hein. Ouais, et puis ça fait plaisir. Et puis, regardez, la bouteille... Alors, si Philo dit qu'il devient de plus en plus beau, Carole dira quoi alors? Là, là, je me sens comme une princesse, là. Je remercie Marina Prestige Boutique qui m'a sublimée. Voilà, je suis contente. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant recevoir notre invité du jour. Je rappelle le thème du jour. Seul rescapé d'un grave accident, j'appelle à la vigilance sur nos routes. Eh bien, cette phrase est de Fatim Diallo Saïda. Elle est étudiante en Master 2, droit privé à l'Université des Lagunes. Elle est née d'une famille de 4 enfants. Elle a subi un grave accident en 2005. Merci, s'il vous plaît, de décerner des ovations vives à notre Fatim Diallo qui nous rejoint en plateau. La star du jour, c'est Fatim. Bonjour Fatim. Bonjour, Carole. Tout va bien? Ça va. Ça va, on est vraiment content de vous recevoir hein, sur ce plateau et content de savoir que malgré ce handicap causé par ce grave accident, vous avez pu poursuivre vos études. Aujourd'hui, vous êtes en Master 2 de droit privé. Ça veut dire que vous êtes une femme forte, une femme persévérante et qui a pris la vie du bon côté. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir. Le manque de discipline, l'incivisme font énormément de ravages et de victimes sur nos routes. Et ce n'est pas la miraculée Fatim Diallo qui dira le contraire. Écoutons le récit de Raymond Hadji, lu par Espérance Kouakou. A tout de suite. Elle n'avait que 12 ans le mercredi 9 mars 2005. Lorsqu'en partance pour l'école, Fatim Diallo fut victime d'un accident de la circulation d'une rare violence. Le choc de la collision est fatal. 8 passagers du minicar, communément appelé Baka, dans lequel Fatim voyage, meurent sur le coup et
Plusieurs blessés sont enregistrés. La petite Fatima s'en sort après plusieurs années de douloureuse rééducation avec une déformation au pied et à la mâchoire. Malheureusement, les 23 autres blessés de l'accident n'auront pas la même chance. Ils décèdent l'un après l'autre jusqu'au dernier. Aujourd'hui, Fatim Diallo vient partager son histoire pour interpeller la conscience des Ivoiriens sur l'impératif d'observer la discipline sur les routes. C'est midi, la reçoit. À vous, Caroline. Alors, nous sommes toujours avec Fatim Diallo, une histoire très émouvante. Alors, Fatim, vous vous rappelez très bien de ce mercredi noir, ce mercredi 9 mars 2005. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci Caroline et merci à toute l'équipe de C'est midi de me recevoir. C'est un plaisir. Oui, c'était un mercredi 8 mars 2005, aux environs de 6 heures par là, parce que je commence les cours à 7h45. Donc je me réveille très tôt le matin. Et ce jour-là, j'ai ressenti comme si je n'avais pas envie de sortir de la maison. Quand je suis allée réveiller mon papa pour le serrer dans mes bras, comme on peut dire un appel prémonitoire, comme si je sentais quelque chose. C'était dans vos habitudes de le serrer comme ça avant? Non, ce n'est pas dans les habitudes. Chaque matin, je me lève, je sors de la maison. Mais ce jour particulièrement, j'ai ressenti le besoin d'aller réveiller mon père pour le serrer dans mes bras. Et après ça, j'ai pris le chemin de l'école. Voilà. Je suis arrivée au Carrefour La Vie. En ce moment, on habitait à Angré, au 22e. Voilà, donc j'ai pris le... Je suis arrivée au Carrefour La Vie. Et arrivée là, j'ai trouvé une amie qui était là, qui était déjà à l'arrêt, une amie de l'école. Et quand je l'ai vue, on s'est salué. Et il y avait un Baka qui arrivait, il restait une place dans le Baka. Et elle m'a dit que c'est elle qui va monter. J'ai dit, mais c'est moi, je vais monter. Elle dit, mais tu viens me trouver, tu me dis. Elle dit, en tout cas, c'est moi, je vais monter. Et je suis montée dans le Baka. Et elle m'a dit, OK, on se retrouve à l'école. Et arrivé au niveau du coup de frein, Carrefour coup de frein à Bingerville, le pneu de notre Baka a explosé. Et il y a une dame qui était assise devant, un passager qui était assis devant dans le Baka. Elle a eu peur. Donc elle s'est jetée carrément sur le chauffeur. Donc ça a déséquilibré le Baka. C'est allé sur l'autre voie venant d'Abidjan. Et un autre Baka qui venait d'Abidjan. Et ce Baka est rentré en collision avec nous. Et là, c'était le chaos. Il y a eu, comme je dis, il y a eu mort sur le champ. Il y a eu beaucoup de blessés, 8 morts. Les 2 apprentis, la dame, tous ceux qui étaient carrément devant, ils sont carrément maintenant, après les autres blessés, voilà, sont morts. Et qu'est-ce que vous avez ressenti au moment des fêtes? Au moment des fêtes, bon, je ne réalisais pas d'abord. C'est quand le bac est venu nous cogner que vraiment le choc c'était vraiment, comme on dit, c'était une surprise. C'était le chaos. Et après, on s'est retrouvés sur le trottoir. Et il y a mes amis qui sont venus, mes amis de l'école qui ont pointé le bus de l'école. Donc, elles sont arrivées à mon niveau, elles m'ont vu étaler mes affaires. C'est mes affaires qu'elles ont comment on appelle ça, reconnues. Et c'est comme ça qu'elles ont appelé l'éducatrice de l'autre école. C'est elle qui est venue et qui m'a posé des questions, mon nom, le numéro de téléphone de mon papa, marié que j'avais la mâchoire cassée. Ce qu'ils m'ont relaté, c'est que j'ai pu dire, même avec difficulté, mais j'ai pu quand même dire. Je peux dire que c'est Dieu parce que ce n'est pas moi que je parlais. C'est quelqu'un qui a la mâchoire cassée, qui est pris dans le sang, ne peut pas dire son nom, encore moins se rappeler de ce qui s'est passé. Donc on peut dire que c'est Dieu qui parlait à ma place. Et à cet instant-là qu'ils ont appelé mon père, ça ne passait pas. Donc l'éducatrice s'est retournée à l'école pour regarder le numéro de son bureau. Et là, ils ont appelé, et ils ont appelé l'ambulance de Cocody. Au CHU de Cocody, ils m'ont envoyé. Carole Kouassi, l'histoire est vraiment traumatisante. Elle est traumatisante. Et, je veux dire que les cas d'accidents de circulation sont vraiment légion en période de fête. Surtout. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez fait ce Publiscope. Tout à fait. Et donc la question était, excusez-moi, je suis un peu chamboulée par ce qu'elle dit. La question était pourquoi il y a autant d'accidents pendant la période des fêtes? C'était la question. Publiscope avec Carole Kouassi. Ah oui, Baka par-ci, taxi par-là, embouteillage à n'en point fini. Je dis, oh,
Est-ce qu'on va s'en sortir? La période de fête de fin d'année est celle-là même où tout le monde est en ébullition. C'est l'euphorie partout et le trafic devient un véritable casse-tête chinois. Incivisme peut-être ou imprudence de la part des usagers de la route, on remarque en tout cas que le taux d'accrochage connaît un pic. J'arrive vers vous pour que vous me dites pourquoi il y a autant d'accidents pendant les fêtes de fin d'année. J'arrive vers vous. Je pense que c'est l'euphorie des fêtes qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents. Les gens sont pressés de faire les courses et bon, chacun veut faire comme il l'entend. Donc les voitures, même la preuve que moi je suis décoratrice, quand je vais faire mes achats comme ça, à jamais, vous me voyez là, je viens de là-bas, c'était je ne sais même pas quel mot employer, tellement c'était mélangé. Sinon, ce sont les mêmes jours qu'on retrouve hormis les fêtes, voilà. Donc je pense que c'est l'euphorie qui fait. Ma question pour l'invité, c'est comment on réussit à survivre après un tel drame? Comme c'est période de fête, bon, tout le monde sort. Donc comme tout le monde est dehors, chacun veut aller à ses occupations. Peut-être tout le monde est pressé. Donc voilà pourquoi souvent il y a accident. Ma question pour l'invité, bon, je demande comment elle arrive à supporter le regard des gens malgré pour son défaut physique. Il y a tant d'accidents parce que souvent, les gens sont pressés de rentrer à la maison. Il y a certains aussi qui vont faire des courses, acheter, comment on appelle, les trucs des enfants, acheter les trucs de fête. Tous ces sont pressés de rentrer à la maison. Certains aussi, c'est l'alcool, c'est la fête. Bon, peut-être que tu n'es pas mort jusqu'à le 24 arrivé, le 25 arrivé, le 30 arrivé. Bon, c'est la fête, il faut boire l'alcool, tout ça là, ils sont incités, tout ça là. Je voudrais demander à celle qui a fait l'accident, bon, comment actuellement elle se sent moralement. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Alors, Carole Kwasi, notre reporter, vous avez donc relevé dans ce Publiscope 3 questions. 3 questions, oui, que je vais poser à l'invité. Alors, la première question, c'est comment on réussit à survivre après un tel drame? D'accord. Après un tel drame, d'abord, je vais dire que ça n'a pas du tout été facile. Pas du tout, parce que j'étais en 6e, j'étais très petite. Et vous savez très bien que quand vous êtes petite, vous n'avez pas encore conscience de ce qui se passe. Donc les amis se moquaient de moi à l'école. Quand je sors, j'ai le regard des autres. Il y en a qui me traitaient même d'animal, parce qu'il y avait la mâchoire cassée, il y avait le fer dans la mâchoire. Donc quand je mangeais, ça faisait. Donc ils se moquaient de moi. Donc je peux dire que c'est Dieu qui m'a aidé à réussir. Dieu et ma famille. Voilà, mes parents, ma maman, mon papa, mes proches, mes frères et sœurs. Voilà, c'est eux qui m'ont aidé vraiment à surmonter cela. Sinon, ça n'a pas du tout été facile. D'accord. Du coup, la première question fait une ouverture sur la seconde, où on vous demande comment vous arrivez à supporter justement le regard des autres, malgré les défauts physiques aujourd'hui. Bon, je peux dire, d'abord, moi-même, j'ai une personnalité forte. Voilà, donc, je me dis que si Dieu m'a laissé en vie, c'est pour une bonne cause et que j'ai un plan accompli sur la terre. Donc, vous savez très bien que l'être humain est insatisfait. Même si tu n'as pas fait d'accident, que tu sois mince, grosse, on se moque toujours de toi. Donc, bon, moi, le regard des autres ne me dit rien, en fait. C'est quand j'étais petit, ça me fatiguait, mais maintenant, ça ne me dit rien. Mais justement, comment est-ce que vous avez fait pour avoir ce mental d'acier-là? Je veux dire que puisqu'au départ, vous étiez petite, ça vous fatiguait, et après, vous réussissez à vous accepter, à vous assumer, malgré toutes ces déformations. Je peux dire que c'est ma personnalité. Je suis toujours une personne joviale, j'aime rire, j'aime bouger. Et aussi, j'ai un objectif. Vous avez bénéficié forcément d'un encadrement au niveau familial ou peut-être psychologique aussi? Non, bon, familial, pas psychologique, oui, mais familial, oui. Et l'amour de mes parents, voilà, ils m'apportent l'amour, ils me disent que tant que tu vis, il y a de l'espoir, ne te décourage pas, voilà. Donc, ils sont très pieux, vos parents? Oui. D'accord. C'était justement ça la dernière question. On demandait comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, moralement? Oui, je me sens bien. Ça va, même s'il me reste encore des opérations à faire. Je me dis que le chemin était long, mais déjà beaucoup a été fait. Donc, ça va, aujourd'hui, ça va. D'accord. Merci beaucoup, Carole. Oui, je vous en prie, on peut remarquer la force de caractère de l'invité. Tout à fait. Et franchement, c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Et je veux dire que ce n'est pas du tout facile pour nous de traiter ce genre de sujet sur le plateau de C'est Midi. C'est un sujet très délicat. Très délicat, oui. Et
Ici, en Côte d'Ivoire, on arrive à rire de tout. Je ne sais pas. C'est pas facile. Mais voilà. Oui, Laurent Monti. En fait, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le récit de l'invité. Elle disait en fait que le matin, en sortant, elle avait un pressentiment. Il nous est déjà tous arrivé d'avoir un pressentiment, de se dire que, je ne sais pas, cette journée, il y aura quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu peut-être être un signal d'alerte pour vous? Est-ce que, voilà, comment on gère ça, en fait? C'est vraiment une question que je me pose pour le coup, quoi, parce que c'est déjà arrivé de se dire que cette journée, elle est un peu bizarre et tout ça. Il y a quelque chose qui risque d'arriver. Bon, ceux qui sont croyants se mettent à prier. Mais elle, comment vous avez vécu ça, en fait, ce pressentiment? Bon, en tout cas, ce pressentiment, je ne voulais pas me laisser sortir de la maison, en fait. Parce que c'est comme si je voulais rester à la maison, mais je voulais aussi aller à l'école. Mais bon, je n'ai pas pris ça comme ça, en fait. Je me suis dit, c'est une simple intuition. Voilà, je n'ai pas pris ça à un degré où j'allais avoir un accident. Voilà. Moi, le fait d'aller embrasser son papa, chose inhabituelle, ça signifie beaucoup quand même. Après, elle était toute jeune aussi, donc ce n'est pas le genre de choses qu'on peut facilement interpréter. C'est clair. Ouais. Exactement. Alors, docteur Philo, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur le sujet? Vous allez essayer? On va essayer, c'est pas facile, mais on va y aller quand même. Comme elle dit, elle adore rire, c'est la joie de vivre qui fait qu'elle est là, donc moi je pense que bon, c'est pas un souci pour elle. Allez-y donc. Allez. Le jingle n'est pas là? Il est venu. Alors le jingle. Le temps final, c'est mieux. Ça sera sans le jingle. Mais moi, d'abord, je voudrais louer votre courage déjà, hein, parce que ce n'est pas du tout facile. Vous avez déjà un mental de fer en venant vous asseoir sur un plateau de télé. Et puis, pour interpeller tout le monde, parler de vigilance. C'est ça aussi. C'est un acte de bravoure. Parce qu'il y a des gens qui vivent des accidents comme ça, mais qui n'ont pas ce courage même moralement, ils sont atteints. Et vous, quand vous venez sur le plateau pour interpeller les uns les autres, c'est une bonne chose. Et moi, je dis, on ne le dira jamais. Les accidents, on ne va pas trop rester dedans. On le dit, le ministère des Transports en Côte d'Ivoire déjà fait. Même hier, j'étais quelque part à la gare routière d'Adamé, il y avait la campagne de proximité envers les chauffeurs. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Moi, je dis, plus de 100% des accidents en Côte d'Ivoire, c'est dû au facteur humain. Sinon, quand la voiture est garée là, est-ce que ça fait accident? Ce n'est pas l'homme monte dedans. Non, sérieusement. Et j'ai dit, Caro, excusez-moi, si le président de la République vous appelle un jour, dites-lui que moi, je vais échanger avec lui. S'il m'accorde une audience, j'ai des solutions. J'ai des solutions. Non, sérieusement. Si pourquoi on va me donner transport? Moi, j'aime me déplacer pour aller par... Regarde, bus de Sotra, est-ce que le bus fait trop d'accidents? Même quand on fait donner cocotin à un bus, il s'arrête en même temps et dit qu'il y a accident. C'est parce que le conducteur, il est payé par mois, quel que soit le nombre de voyages. Et c'est dû, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Le gars, il fait plus de... Quand il fait plus de... C'est-à-dire, le nombre de voyages égal, voilà, augmente son argent. Mais si on s'entend peut-être avec les propriétaires des véhicules, les transporteurs et autres, qui travaillent avec l'État, on essaie quand même de payer, de rémunérer les conducteurs, les chauffeurs de Baka et autres. Bon, je ne sais pas si Baka, mais les compagnies, les cas de transport et autres. Mais ça va être un truc. On dit, même si tu fais 2 voyages, tu as le même salaire. Si tu payes à 150 000 francs CFA, un voyage, tu as 150 000. Mais le gars, il va conduire doucement. On dit, Malou, si tu fais 10 voyages, tu as 100 000 francs. Pourquoi il ne va pas rouler à vivre à lui? Moi, je pense que le problème se situe à ce niveau-là. Donc, on puisse quand même échanger avec les propriétaires des véhicules, les dulateurs, comme on le dit, pour essayer de voir, sinon trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en parle, le ministère fait son boulot. Même, j'ai dit hier, toujours en train de faire le même boulot, mais toujours ça. Et puis surtout, les excitants, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut être normal. Merci infiniment, docteur Philo, de mettre il faut chacun se rendre compte que sa vie est précieuse. Il faut faire très attention sur les routes. Comme on le disait, surtout en période de fête, les gens sont stressés, excités. Alors, si vous continuez comme ça, vous risquez de ne pas voir la fête. Donc, allons mollo, quoi, comme on le dit. Alors, Fatim, j'aimerais bien savoir comment s'est faite la prise en charge médicale lorsque vous avez été blessé. Je rappelle que lorsque l'accident a eu lieu, on a enregistré 8 morts et 24 blessés. Et les 23 autres sont décédés à la suite. Et c'est vous seule qui êtes la survivante. Effectivement, comme je dis, quand l'éducatrice a appelé l'ambulance, ils m'ont soulevé pour me mettre dans l'ambulance. J'avais tellement mal qu'ils étaient obligés de déchirer mes habits parce que tout mon corps était cassé. Donc ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dans l'ambulance. Arrivé au fil de Cocody, j'étais étalée dans le sang. Mais il y avait la rotule qui était ouverte, tout était là comme ça, baignant dans le sang, aucune prise en charge. Et c'est quand mon papa est arrivé, il m'a vu étalée, vraiment, le choc était vraiment insoutenable. Et il m'appelle par un petit nom bébé. Il a dit, bébé, tu me reconnais?
j'ai dit oui, papa. Donc, il a eu l'espoir de savoir que mon cerveau est encore là. Donc, c'est là, il a demandé aux infirmiers de me transférer directement à la PISAM parce qu'ils n'avaient pas de solution. Ils avaient dit qu'ils allaient couper mon pied parce qu'ils n'avaient pas de machine, des appareils pour s'occuper. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont transféré à la PISAM. Voilà, c'est là-bas que la prise en charge s'est effectuée. Voilà, il n'y a pas eu de l'assurance du BACA n'a pas fait quelque chose. C'est mon papa qui a tout géré. Ça a été aux frais de votre papa? Oui, de mon papa. Voilà. C'est lui qui a tout pris en charge. Et après, il a poursuivi l'assurance, mais c'était en faillite. Donc, il a juste eu une somme maudite, mais ce n'est pas une grande somme. Et quels sont les rapports que vous avez aujourd'hui avec le ministère des Transports? Parce que c'est au cours d'une activité du ministère que je vous ai rencontré. Oui, aujourd'hui, grâce au ministère des Transports, j'ai fait une vidéo pour sensibiliser sur les accidents de la route. Et à la suite de ça, ils ont dit qu'ils allaient prendre le reste de mes opérations en charge. Donc, ça s'applaudit. Hein? C'est ça qu'on suit actuellement, la procédure. D'accord. Je ne sais pas si on peut revenir là-dessus, parce que vous nous avez dit, vous avez une force de caractère qui vous a permis de tenir, mais on aimerait savoir les différentes étapes. Comment vous avez vécu cela? Déjà, le fait de savoir que vous étiez la seule survivante d'un grave accident, ça vous renvoie quoi comme information? Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, je me dis, comme je l'ai dit, peut-être j'ai une mission accomplie sur Terre. Parce que j'étais petite, je n'ai pas demandé à Dieu, je ne savais rien en fait. Et c'est venu à moi. Et c'est quand j'ai grandi, j'ai pris conscience que j'ai été la seule rescapée d'un accident. Et j'ai subi, il y a eu plus de 100 fractures. Ça n'a pas été facile. Chaque année, on m'opérait. Je partais à l'école et je me faisais opérer ensuite. Mais j'arrivais quand même à continuer le cours. Je partais à l'école avec des béquilles. Donc je peux dire que c'est Dieu qui me soutenait dans tout ça. Donc c'est un message, c'est une mission que Dieu veut que j'accomplisse sur Terre. Vous avez pu déceler déjà cette mission-là ou pas? Oui, je peux dire ça. C'est quoi? D'aider les autres, au fait. Aider? Aider, oui. Genre, me rendre serviable, au fait. Quelqu'un a besoin de mon aide, voilà, j'aide. Comment les autres vous voyaient, les enfants de votre âge, votre entourage? Bon, mes amis, comme vous dites, les enfants, ils se moquaient de moi. En ce moment, il y avait le film Marie-Belle à la télé. Donc, on m'appelait la démarche de Marie-Belle. Puis à l'école, je partais les béquilles à l'école. Ils imitaient ma démarche. Ils prenaient les béquilles pour s'amuser, pour fuir avec. Quand je veux sortir, ça, ils fuient. Ils imitent ma démarche, ils se moquent. Voilà. Bon, je ne sais pas si le regard de vos amis a changé, mais on va regarder cette vidéo. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Elle sait qu'elle est tout pour elle. Elle est tout pour moi aussi, elle sait. Elle est ma source de vie. Elle est ma source de vie. Quand je la vois, elle a la force de vie. Et quand je suis tombée malade, elle est venue aussi en renfort. Quand je l'ai vue, quand je la vois, elle dit, maman, non, tu ne vas pas lâcher. Ce que tu as fait pour moi, tu ne vas pas lâcher, tu vas vivre. C'est qu'elle m'a laissé dans le mal, mais Dieu fait grâce. Je marche, sinon, c'est pas ça. Je serai même là-bas, même, l'émission, mais en esprit, en ensemble. Je l'aime. Tout m'entend, bébé, tout m'entend. Tout m'entend, bébé, tout m'entend. Je voudrais te dire que je t'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Sache que je te porte dans mon cœur. La preuve, je suis en train de te faire vidéo sans maquillage. Y'a moi, je suis soufflée. On peut faire ça. Vraiment, prends soin de toi, ma chérie. Et puis, bonne émission à tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup. Et puis, plein de bisous. Qu'est-ce que ça vous fait? On a vu votre maman et votre amie. Oui. Ça, c'est un peu dit, c'est ma soeur. C'est la soeur qui est restée avec moi quand il y a eu l'accident. Tout le monde m'a laissé, c'est elle seule qui est restée avec moi. La seule qui est restée fidèle, attachée à vous. Oui, c'est elle qui était sur les photos qu'on a montrées tout à l'heure. C'est la seule. Alors, quelles sont les leçons les plus importantes qu'on peut retirer ou retenir de ce qui vous est arrivé? D'abord, je dis d'abord merci à Dieu, parce que c'est une grâce et un miracle que je sois là aujourd'hui. Ce que je peux retenir, je peux retenir de ce qui m'est arrivé, c'est que tant qu'on vit, il y a de l'espoir, que la vie est sacrée, qu'il faut toujours faire de bonnes actions qu'on vit. Voilà, et aider les autres tant qu'on le peut.
Pourquoi vous avez décidé de parler de cet accident aujourd'hui sur plusieurs plateformes? Bon, d'abord, je m'adresse d'abord aux usagers de la route. En cette période des accidents de la route, je parle de cet accident parce que ça fait comme c'est en 2005 que j'ai fait l'accident. Ça fait 16 ans aujourd'hui, mais j'ai toujours les séquelles, il y a des marques et ça n'a pas été du tout facile pour moi d'arriver jusqu'à ce stade. Donc, j'aimerais vraiment appeler à leur vigilance, au respect du code de la route. Et je vais parler de ça aussi parce qu'il y a d'autres personnes qui ont subi des accidents aussi et qui sont stressées, qui ont peur de sortir, qui ont perdu goût à la vie. Voilà, c'est pour leur dire que tant qu'on vit, il y a de l'espoir, qu'il ne faut pas vivre pour les autres. Si tu vis, c'est que Dieu a décidé que tu as accompli une mission sur la terre. Donc, il ne faut pas rester dans ton monde, au fait. Il faut s'ouvrir au monde. Merci beaucoup, Fatih. Laurent? Juste une question. Est-ce que ce qui vous est arrivé a eu une influence sur le choix de vos études? Et puis, quelles sont vos perspectives? Est-ce que vous voulez devenir avocate, justement, pour défendre les gens, tout ça? Bon, ça n'a pas vraiment eu une influence sur mes études. J'ai toujours voulu être avocate. La classe de 3e, voilà, j'ai aimé le métier, voilà. Donc, je vais devenir avocate plus tard, voilà. Pas forcément pour défendre les causes d'accident, mais pour défendre tout le monde, en fait, toute cause. Mais vous arrivez souvent personnellement de sensibiliser les gens dans la rue, par exemple, contre les accidents? Non, pas dans la rue, mais dans les transports en commun. Si j'en prends, par exemple, un taxi et que le chauffeur roule très vite ou bien il fait des dépassements, je commence à lui raconter mon accident. Et là, il se calme et il continue. Merci beaucoup. On ne sensibilisera jamais assez les usagers de la route à respecter les règles de bonne conduite. Nous disons tous stop à l'incivisme sur les routes. Merci de nous suivre. Vous êtes à C'est Midi. Nous allons aborder dans quelques instants la deuxième partie de cette émission. Mais avant, voici une pause publicitaire. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Merci public de C'est Midi. Vous le savez tous, la fin de l'année est une période propice aux accidents de la route, raison pour laquelle nous écoutons aujourd'hui le témoignage de Fatim Diallo, qui a été victime d'un accident le mercredi 9 mars 2005. Accident qui a fait de nombreuses victimes, dont elle est la seule rescapée. Elle nous partage son expérience, son témoignage sur le plateau de C'est Midi. Nous voulons donc interpeller toutes les consciences pour dire à chacun, faisons attention sur les routes. Laurent Monti n'a pas encore dit son dernier mot dans cette émission. C'est le moment de sa chronique. Nous vous écoutons. Merci Caroline. Permettez-moi juste de remercier deux éminents experts ivoiriens qui m'aident à consolider mes chiffres et mes données. J'ai cité Jean-Marc Kwame et Landry Couillot. Je les remercie en tous les cas. Vous l'avez dit tout à l'heure, Caroline, selon l'OMS et la Banque mondiale, l'Afrique en fait, est le continent qui enregistre le plus fort taux de mortalité routière au monde, bien entendu, avec 27 décès pour 100 000 habitants. C'est assez considérable quand on compare avec l'Europe qui enregistre 9 décès pour 100 000 habitants. Donc on voit qu'il y a quand même un gap assez important. Je vais juste porter ma réflexion sur trois aspects. On va parler des causes. On va parler du coût humain et du coût économique. Sur les causes, en fait, une étude réalisée par le ministère des Transports a révélé que les accidents, comme l'a dit Dr Philo tout à l'heure, sont dus principalement aux facteurs humains, tels que les excès de vitesse, le téléphone au volant, ça vraiment il faut arrêter avec, l'alcool aussi, celui qui conduit ne boit pas, les mauvais dépassements, quand elle en parlait tout à l'heure, les dépassements par la gauche notamment, et aussi, il faut le dire, le mauvais état des routes, même s'il faut reconnaître que le gouvernement ivoirien a consenti à beaucoup d'efforts en termes de construction des routes. Les accidents de la circulation constituent la première cause des décès des populations ivoiriennes âgées de 5 à 9 ans. C'est la première cause de mortalité de ces populations-là. Sur le coût humain, moi, je vais retenir deux chiffres dont on a parlé tout à l'heure. C'est que ces 5 dernières années, en Côte d'Ivoire, on a 1200 morts par an et on a 21 000 blessés par an. C'est absolument colossal. Ouais. Et ça, il faut vraiment pousser à porter la sensibilisation au maximum. Au niveau continental, la Côte d'Ivoire, sur la question de la mortalité routière, la Côte d'Ivoire occupe le 25e rang.
Ce qui veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Mais le premier rang est occupé par le Zimbabwe. Ensuite, on a la République centrafricaine et on a la RDC. La Côte d'Ivoire est 25e. Donc, il y a quand même pas mal d'efforts qui sont consentis à ce niveau-là. Et pour terminer, parce que je vais faire court, cette question est tellement prenante. Sur le plan économique, le ministre des Transports, Adama Kone, a révélé... Non, Amadou Kone. Amadou Kone. Désolé, monsieur le ministre, Amadou Kone. Il a effectivement révélé que les accidents de la route font perdre à l'économie nationale plus de 300 milliards de francs CFA par an. 300 milliards de francs CFA, c'est énorme. Et pour terminer, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, la responsabilité est à la fois individuelle et collective. Nous aimerions tous nous retrouver avec joie et en bonne santé là, en 2022. Donc ça passe par la prudence, la vigilance et un comportement responsable sur nos routes. Merci infiniment. Laurent Monti, merci beaucoup. Oui, docteur Philo. Je vais juste dire que c'est vrai, belle chronique, comportement très responsable et que la meilleure ceinture, la vraie ceinture de sécurité, c'est ce qui se trouve dans la voiture. Ce n'est pas les babadis qu'on attache, ce n'est pas les bagues au doigt. Non, franchement, parce qu'il y a des jours où on les voit, beaucoup de bagues, ils pensent qu'ils peuvent rien. Souvent, mes bagues même étonnées dans le caniveau. Étonnées dans le caniveau, d'accord. Responsable. Merci Philo. Alors, à ce que je sache, Fatim, l'accident aurait occasionné environ 100 fractures. Oui, plus de 100 fractures. Plus de 100 fractures. Et comment vous vous en êtes sorti alors? C'est la grâce divine. Vous avez eu à faire plusieurs opérations, c'est ça? Oui, au niveau des pieds et de la mâchoire. Et il y a encore d'autres opérations à faire? Oui, oui. Qui doivent se faire normalement en Europe? Oui. Et pourquoi vous n'y allez pas? Si, j'irai au cours de la CON, le ministère du Transport va acheminer la procédure. Ok. Voilà. D'accord. En tout cas, nous, on vous conseille de rester toujours forte. Et puis, merci encore de participer à la sensibilisation, voilà, à cette sensibilisation, afin d'attirer l'attention des uns et des autres pour rester vigilants sur nos routes. Flora Dassé nous a rejoints pendant ce temps. Effectivement, bonjour. Tout va bien. Tout va très bien après une semaine d'absence. Ouais. Pas lui mélanger. Pour cause de maladie. Franchement. Nous allons changer de cap. Fatim reste toujours avec nous. Nous gardons la même configuration. Mais nous allons recevoir à présent une artiste visuelle camerounaise. Elle est diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala. Et son travail explore les notions d'identité et d'importance des liens interpersonnels dans la construction d'une identité individuelle. Merci de recevoir Tong Grace Dorothée. Tong Grace Dorothée, bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, merci. Alors, vous avez été invité par l'ONG Yop Créalab, c'est bien cela, qui a pour objectif spécifique de mettre en valeur le quartier et ses habitants par le biais de plusieurs fresques. On en parle avec vous? Oui, exactement, c'est ça. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier M. Guy Mimi et Joseph Fanjou de m'avoir invité à cette émission. Mais remerciez-nous aussi, parce que c'est nous. Si on vous dit, vous ne passez pas sur ce plateau, vous ne venez pas. Donc remerciez Philo, remerciez tout le monde ici aussi. Oui, je vous remercie. Non, je vous charrie. C'est l'équipe. Hein. Ouais, donc j'ai été invitée à Abidjan le 17 décembre 2021 dans le cadre d'une initiative qui consiste à embellir l'un des quartiers les plus populaires d'Abidjan par l'association Yop Créalab qui justement est une association qui a vu le jour grâce à l'appui de la mairie de Yopougon. Et qu'est-ce que vous avez apporté de particulier à cette initiative? Bon, ce que j'ai apporté de particulier, c'est déjà ma présence d'abord, parce que le fait d'être là, sur place, c'est déjà quelque chose d'assez grand. C'est la première fois en Côte d'Ivoire? Oui, justement, c'est la première fois. Vous n'étiez pas dépaysé, non? Ah non, pas du tout. La Côte d'Ivoire, vous êtes trop accueillants ici en Côte d'Ivoire, et je me suis sentie... J'ai pas eu l'impression... Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'on adore qu'on nous le dise, franchement. Non, je n'ai pas eu l'impression d'être une étrangère, surtout quand je travaillais en Doko avec les enfants. C'était assez chaleureux. J'avais l'impression de les connaître depuis une dizaine d'années, en fait. Donc oui, il n'y a pas eu besoin de faire des efforts d'intégration. Ouais. D'accord. Et comment se nomme la fresque que vous avez... La fresque, le projet que j'ai proposé, en fait, ça s'appelle « Les visages d'Andoka ».
Ok. Parce qu'après que Yop Préalable m'a envoyé le projet, qui détaillait en quelque sorte quelle était leur vision et comment est-ce qu'ils voulaient intégrer ou alors renforcer la créativité dans le quartier Ndoko auprès de la population. Je me suis dit, mais où je vais dans ce quartier, ces enfants, ce n'est pas seulement de valoriser le quartier, mais c'est aussi de valoriser les habitants. D'accord. Et donc, j'ai fait une vingtaine de portraits des habitants de ce quartier-là. Et donc, c'est ce sur quoi portait mon projet ici. Mais à côté de ça, je n'ai pas travaillé seul. Nous étions une équipe, en fait, nous étions 4. Il n'y avait pas que moi, il y avait Kuka Tandi qui venait de la France, qui était un franco-congolais, qui a aussi fait une fresque. Il y avait Zoro Dipa, qui est un street artiste d'ici. Il y avait également Jaja Jafet. D'accord. Oui, et puis moi. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Je ne sais pas quand est-ce que vous retournez, mais profitez pour embrasser tous les Camerounais. Dites-leur qu'on les aime et ils sont nos cousins. Caroline, s'il vous plaît, là, il est venu, on a vu des images. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose là maintenant? Avec notre belle animatrice. Non, en réalité, j'ai commencé depuis quand j'étais... Oh là là. Mais je vous assure qu'elle a fait mon portrait. Et je me rappelle bien cette photo. Mais là, j'ai l'impression d'avoir 45 ans. Pourtant, j'ai c'est la photo. Mais elle me vieillit un peu. Mais c'est joli, c'est bien, c'est réussi. Merci beaucoup. Je la garde? En tout cas, je pense que ça correspond au nombre de temps. C'est moins de 30 minutes. Ça a été fait juste là dans les coulisses. Comme ça. Mais c'est chapeau, hein. Je sais pas, on ne pourra pas voir, mais je vais la poster après. Ouais, et il faut la garder très précieusement parce que plus tard, elle va prendre plus de valeur. Et j'ai mis ma signature. Donc, c'est une œuvre en fait. Elle est ambitieuse, hein. Merci beaucoup, grâce à Dorothée d'être passée sur notre plateau. On la raccompagne donc avec des ovations. Et sans transition aucune, nous retrouvons... c'est encore Flora, oui, c'est encore elle est là. Elle est encore là. C'est encore Flora Dassé. Qui est le responsable ici? Oui, madame. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Monsieur, apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Oui. Depuis 2 mois, moi j'ai déposé mon projet ici. Depuis 2 mois, j'ai payé, j'ai déposé. Vous vous foutez de moi, ça veut dire quoi? Madame. Ça veut dire quoi? Je dis qui est le responsable madame, ici? c'est moi, c'est oui. Non, je ne suis pas venue m'asseoir. Non, je ne suis pas venue m'asseoir. Si je vais m'asseoir là, c'est depuis il y a 2 mois. Je ne suis pas venue m'asseoir. Bon, je demande auprès de qui vous avez déposé mon agence ou mon application. Elle est là, elle me regarde comme si je suis un... Auprès de qui, madame? Je vous demande de vous calmer, asseyez-vous. Non, je dis mon âge, s'il vous plaît. Tu vas faire quoi ici? Moi, je n'ai jamais vu. Richement. Vous ne pouvez pas me connaître. Vous ne pouvez pas dire... Aujourd'hui, vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, vous ne me connaissez pas. Un foyer pour tous.com, une application qui permet aux jeunes filles célibataires de pouvoir trouver l'amour. Je vous expliquais le projet. Moi, je discute avec le monsieur. Vous êtes à l'accueil. Bon, madame, bon, là, on va se comprendre maintenant. Asseyez-vous, calmement. Vos père va me parler. Il n'y a pas de souci. Calmement, mis son nom. Moi, je ne parle pas les secrétaires. Je veux parler avec le responsable. Faites-lui un café. Hein? Calmement, faites-moi un café. On va discuter. Voilà, un café. Un peu de sucre. Oui, 2 carreaux. Voilà, 2 carreaux. Oui, madame, maintenant, je vous explique. Maintenant, expliquez-moi ce qui se passe. Je suis venue, j'ai contacté une structure pour mon application trouve-toi-un-coup.com. Et la structure avec moi. En plus, c'est sérieux. Quand vous me posez des questions comme ça, en fait, ça me fatigue, ça me dérange. Non, mais parce ça que... me dérange. Moi, je me suis levée le matin, je sais pas où je suis venue. Wow. Non, en fait, moi... Non, je suis folle. Faut me tuer, mon frère. Faut dire que je suis folle. Non, moi je... Faut me tuer, faut dire que je suis folle en même temps. Tu veux dire que je suis folle? Et vous dites pas, vous avez payé pour ça? J'ai payé, j'ai donné 750 000. Il m'a parlé de l'hébergement, il m'a parlé de nom de domaine. Moi, ce n'est pas mon domaine, c'est pas mon domaine, comment je connais tous ces mots-là. C'est lui qui m'a parlé de ça. Qui ça? Le monsieur que j'ai vu. Et c'est qui? C'est celui qui est arrivé là? Non, lui, qui ça, le mec, non, moi, je n'ai jamais vu lui. Ah, vous êtes... Mais ici... Mais c'est ici, il est donné, c'est ici, je suis venu dans ce dos. Comment je connais ici? C'est ici que je suis venu. On n'a même pas reçu un dossier qui parle de... Trouve-toi-ton-coup.com. Bon, j'ai jamais reçu ce genre de dossier. Vous avez reçu celle-ci? Jamais reçu. D'accord, bon. Je vais appeler mon frère qui j'étais. Il a filmé toute la scène. Quelle scène? Quand je payais l'argent.
madame. Non, non, puisque vous ne me reconnaissez pas. Mais vous pouvez me dire à qui vous avez remis le projet au point. Vous avez Je ne discute pas avec les secrétaires. S'il vous plaît, je discute avec le patron. Oui, je reprends mon patron. Madame, si vous avez fumé matin, ne fumez plus ça. C'est dangereux. Ça va pas aller vous. Si vous avez fumé ce matin, vous vous avez bu. Ne buvez plus, ne fumez plus ça. Quoi? Et bien, viens tout noir comme ça, c'est une feuille. Je suis sûre qu'ils vont la gifler un jour, cette Flora. Ils ne vont pas me gifler. Ce que je veux dire, c'est que... Utilise donc l'humour pour sensibiliser. Justement, mes capsules sont à la fois divertissantes et éducatives. Aujourd'hui, si vous voulez payer un service, allez directement à la source. Rencontrez les différents responsables, expliquez votre projet, qu'on vous fasse des factures, quand vous payez. Ne faites pas de paiement à distance parce que vous risquez de vous faire arnaquer. Les cas d'arnaque aujourd'hui sont nombreux sur les réseaux sociaux. Donc, faites très attention. Tant qu'on ne vous a pas encore rendu le service ou bien montré la marchandise, ne payez rien à distance. Sinon, vous aurez honte comme moi tout à l'heure. Merci infiniment. Prochaine étape de cette émission, nous retrouvons tout de suite et maintenant Jean-Richard Nguesson qui a décidé de faire une immersion dans l'univers des détectives privés. C'est parti. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2 x 07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. C'est inédit avec Jean-Richard Nguesson. Sur les enquêteurs, en fait, dire que je connais une structure spécialisée en la matière, c'est faux. Les détectives privés, je les vois dans les romans, dans les films, mais je ne savais pas qu'il en existait en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ils sont là. Et leur profession est en plein essor. En Côte d'Ivoire, les agences de détectives privés se multiplient. L'activité connaît une vitalité et les praticiens passent de l'ombre à la lumière. Arnaque, enquête, filature, escroquerie sentimentale, espionnage professionnel, ils sont aux aguets et ils sont payés pour nous observer. Mais qui sont-ils réellement? Ont-ils une base légale? Qui les sollicite? Cet inédit est en immersion au cœur d'une profession ultra secrète. Le détective privé existe depuis des années. La preuve, on l'appelait la brigade des cocus. Aujourd'hui, la dénomination a changé. Parce qu'il est important de comprendre aujourd'hui que le monde aussi a changé. Ce matin, au programme de l'agence, c'est un grand classique. Une affaire d'adultère. Le client est un homme qui accuse sa femme d'infidélité. M. Diaby va la faire suivre par ses hommes, spécialistes de la filature. Selon les informations fournies par le client, sa femme sortirait de façon intempestive et sans explication. Quelques heures plus tard, l'enquête démarre. Les détectives campent devant l'immeuble. Ils ont accepté que nous les suivions à condition de préserver leur anonymat. Tout à coup, la dame apparaît enfin. Elle embarque dans un taxi. La filature commence. Il va falloir la suivre sans se faire remarquer. En scooter. Une demi-heure plus tard, c'est aux abords d'un hôtel que le taxi stationne. À l'entrée, un homme l'attend. Les soupçons du mari semblent se confirmer. Ils obtiennent des photos compromettantes. Les preuves sont irréfutables. Le business de l'adultère n'est plus aujourd'hui la principale activité des détectives privés. Le détective privé est vu primairement comme un espion. Alors, avant de s'installer, il y a des informations qu'il faudrait avoir. Que ce soit une banque, donc on me saisit. La recevabilité des investigations et des recherches du détective privé en justice dépend de la nature de la preuve qu'on attend. Le détective privé peut apporter une contribution, mais il doit faire attention à ne pas heurter la loyauté de la preuve et ne pas heurter les règles essentielles de procédure et les règles essentielles des droits fondamentaux. Il arrive qu'il ne soit pas autorisé et il se base uniquement soit sur la loi sur les associations ou sur la loi sur l'acte uniforme sur le registre de commerce. Même si juridiquement en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas connus. C'est ce que je vais appeler un vide juridique. Mais nous arrivons quand même à faire des rapports qui sont donc pris en compte. En déplacement en France dans le cadre d'une mission,
le président de la Chambre nationale des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire lève un coin de voile sur cette question. L'exercice de l'activité des détectives privés se fait de manière informelle. Il y a un vide juridique qui encadre ce métier, raison pour laquelle, au niveau de la Chambre nationale des détectives privés, nous avons commencé par mettre en place un process de crédibilité. Ce process consiste déjà à se former, d'où la création de l'école des détectives privés. Oui, Richard? Ah oui, c'est un secteur assez méconnu et ce reportage nous aura permis de faire incursion dans cet univers ultra secret, même si en Côte d'Ivoire il y a un vide juridique, n'empêche qu'il y a de la recevabilité au niveau des juridictions et lorsque vous avez un problème avec une quelconque personne, vous pouvez notamment les solliciter. Merci infiniment, merci beaucoup. Nous sommes toujours avec Fatim Diallo, seule rescapée d'un accident grave. Elle appelle à la vigilance, on vous laisse le dernier mot. Enfin, avant que je ne fasse ma conclusion. Allez-y. Merci Caroline et merci à toute l'équipe de ces minutes de m'avoir reçu. En cette période de fête, j'appelle à beaucoup de vigilance de la part des usagers de la route. Et j'aimerais aussi dire que une vie, ça ne se remplace pas. Donc, vraiment qu'ils soient vigilants sur les routes. Merci infiniment. Très belle conclusion. Et je vous emboîte le pas pour dire grâce à la campagne de sensibilisation entamée par le ministère des Transports et également à la vidéo-verbalisation, le taux d'accident a chuté de 28,1%. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et nous appelons encore une fois à la vigilance des uns et des autres pour dire zéro accident sur nos routes. Merci beaucoup. La vie est plus qu'un trésor. C'est ainsi que je voudrais terminer cette émission en vous donnant rendez-vous demain. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de ce numéro. On se donne donc rendez-vous demain à 12 h pour une autre particularité de cette émission. Success Story, c'est demain. Bye bye.